Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, 18h30. Jean Castex qui a présenté ce matin au Parlement les mesures qu'a annoncé le chef de l'État hier. Mesures approuvées après un vote boycotté par les partis d'opposition. Le Parlement n'est ni une chambre d'enregistrement, ni une assemblée de commentateurs. Voilà par exemple ce qu'a déclaré ce matin Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée, qui regrette que le chef de l'État décide tout et tout seul. Mesures sanitaires, le Parlement a-t-il eu son mot à dire? 0826 300 300. Appelez-nous, on va vous écouter dans un instant et vous votez évidemment sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Voici le grand débat des vraies voix. Pour continuer à protéger la vie au présent, c'est-à-dire les malades, et pour protéger la vie au futur, c'est-à-dire nos enfants, nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. Cette réunion est une honte pour le Parlement français. Elle ne sert à rien. Tout est décidé et nous ne sommes invités qu'à venir vous acclamer. Nous ne pouvons rien amender. Nous ne pouvons voter que oui ou non. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou Eh oui, bien c'est Angèle, c'est oui ou bien c'est non, mesures sanitaires. Le Parlement a-t-il eu son mot à dire? On vous attend, 0826 300 300. Le grand débat avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe David et notre invité Bruno Millienne, député Modem des Yvelines. Bonsoir Bruno Millienne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bruno Millienne, pourquoi les députés ont été soumis à un vote puisque de toute façon Emmanuel Macron n'aura rien changé à ses décisions? C'est ce que disent les LR, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement National. Ce que je trouve assez étonnant de la part de tous ces députés, qui sont beaucoup moins néophytes que moi en la matière, c'est que si on regarde notre Constitution, les décisions que prend le président de la République en matière de crise sanitaire, ce sont des décisions réglementaires. C'est des décisions que prennent l'exécutif. Ils n'ont pas à se soumettre à un vote du Parlement. Donc je trouve plutôt assez sympa de la part de l'exécutif de venir devant les deux chambres, la basse et la haute, ou l'Assemblée nationale et le Sénat, pour préciser les propos du président de la République et soumettre les députés à un vote, certes consultatif, mais qui donne au moins l'occasion à tous les présidents de groupe, de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat, de s'exprimer sur le sujet, de montrer leurs accords ou leurs désaccords, et après de voter en leur âme et conscience. Ce que je reproche aux oppositions. Pour moi, aujourd'hui, ces oppositions-là ne sont plus que des déserteurs. Je vous le dis comme je le pense. J'ai été choqué. Ce sont des déserteurs. Ils ne méritent même pas les électeurs qui les ont élus. Les électeurs qui les ont élus, c'est pour qu'ils assument leur position. Ils n'ont rien assumé. Ils sont dans « ne prends pas part au vote », en gros. Mais c'est facile comme attitude, ça, parce que si d'aventure les mesures qu'on met en place, ce que moi je crois, fonctionnent et on a bien la sortie du tunnel mi-mai, ils pourront toujours dire « Ah mais nous on n'avait pas voté contre, on était juste sortis parce qu'on était en colère de ne pas être consultés ». C'est un peu facile, messieurs. Donc je félicite les 9 députés, parce qu'il y en a 9 qui sont restés dans l'hémicycle, qui ont voté contre. Et ça, je trouve qu'effectivement, eux, ils assument leur rôle de député jusqu'au bout. Alors ce qui demandait, je crois que c'était pas le temps de le vote, c'était surtout qu'on écoute leurs propositions, qu'on en débatte, qu'on en discute avant de prendre des décisions. C'était surtout ça leur demande. Mais c'est pas comme si on n'avait pas eu des heures et des heures et des centaines d'heures de débats sur la crise sanitaire depuis qu'elle existe. Des centaines d'heures de débats sur la crise sanitaire, des centaines d'heures de débats sur les lois de finances rectificatives pour maintenir à flot notre économie et faire en sorte que la catastrophe économique et sociale ne soit pas pire que ce qu'elle risque d'être. On en a débattu des heures et des heures. Ils ont avancé des solutions. Et puis moi, je me rappelle des solutions qu'ils avançaient. Si je ne prends que les Républicains, mais entre le mois de septembre et le mois de novembre, on a tout eu. Rouvrez les restaurants, laissez les pistes de ski ouvertes, ouvrez les discothèques. Et puis aujourd'hui, ils nous reprochent d'être trop mous. Non mais ça n'a pas de sens. On voit bien qu'ils sont, pour beaucoup, dans l'outrance. Et en matière de crise sanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est de la politique politicienne de bas étage, et je ne vois pas comment les citoyens peuvent s'y retrouver. Moi, j'ai eu le témoignage en direct ce matin, je vous le livre, d'un chauffeur de taxi sur Twitter qui a dit « Mais j'ai mal à ma France, j'ai honte des débats qu'il y a au Parlement aujourd'hui, on est dans une grave crise sanitaire, pourquoi ne s'entendent-ils pas entre eux pour qu'on en sorte ?» Voilà.
Ça, c'était sur les réseaux sociaux ce matin. Philippe Bilger. Monsieur le député, mon cher Bruno, est-ce que je peux rapidement d'abord dire que je vous rejoins totalement sur le caractère grotesque du boycott. Et en particulier, je ne savais pas que 9 députés ne l'avaient pas respecté. Mais tout de même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, à tort ou à raison, une sorte de solitude régalienne qui, je le sais, s'accompagne de conseils, d'avis, d'influence, peut donner l'impression, malgré ce débat au Parlement sans vote, que tout cela relève d'une forme de simulacre démocratique. Je vous pose très honnêtement cette question. Oui, moi j'entends ce que vous dites, hein, Philippe. On peut le considérer comme ça. Mais que n'aurait-on dit si le Premier ministre ne s'était pas présenté devant les députés pour expliquer quels allaient être les tenants et les aboutissants des décisions du président de la République, comme il en avait le droit? Ça aurait été bien pire. Donc voilà, c'est tout. Et après, franchement... Peut-être qu'on pourrait rappeler quand même ce qui est à l'origine de ce vote. Parce que normalement, il devait bien y avoir un vote, mais c'était un vote sur la tenue ou non des régionales. Ouais. Et là, pour le coup, c'était un vrai vote, autrement dit, où les députés pouvaient s'exprimer. Et où il pouvait y avoir, surprise ou pas, mais en tout cas, un vote qui soit un vote réel. Donc déjà, ça a été annulé. Reporté à plus tard pour être remplacé par effectivement une forme de simulacre de démocratie, puisque non seulement toutes les décisions étaient prises, mais en plus quand vous avez 31 millions de Français qui écoutent le chef de l'État, vous savez très bien que les citoyens ne vont pas du tout, à part les militants, mais qui aujourd'hui ne représentent plus grand-chose, les citoyens ne vont pas s'intéresser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on est largement dans de la pause et dans de la posture. Le problème, peut-être, c'est que moi, par exemple, en tant que citoyenne, je préférerais à ce genre de simulacre de démocratie que l'opposition s'empare des outils qui leur sont réservés. Autrement dit, les commissions d'enquête. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les contrats passés, les contrats européens passés. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Ils ont les outils de contrôle de l'action du gouvernement, des outils d'évaluation. Ils peuvent commencer à poser des choses sur notamment la question de l'hôpital. On peut faire des enquêtes sur la question des fermetures de lits. Il y a énormément de choses à faire. Et puis, j'allais dire, aujourd'hui, il y a peut-être un truc un peu plus important qui s'est passé. C'est toute la réforme de l'assurance maladie. Et plutôt que voir Jean-Luc Mélenchon faire sa grande scène du 2... Son spectacle. Voilà, c'est du spectacle. J'aurais préféré l'entendre vraiment s'exprimer sur du social. Donc là, malheureusement, j'ai un peu l'impression que le spectacle, il est des deux côtés. Est-ce que vous l'auriez boycotté, tiens, Philippe David, ce vote ? Je sais pas, moi je crois que le mal il est plus profond que ça, que le vote d'aujourd'hui qui est pour moi limite anecdotique. Je crois que le problème du Parlement, vous savez, depuis le début de la Ve République, ça fait plus de 60 ans, on dit qu'on a en France un Parlement croupion. Et plus ça va, plus ça va, plus c'est le cas. Alors, Sarkozy gouvernait sans Premier ministre, tant Fillon était absent. Et théoriquement, le Premier ministre est responsable face au Parlement. Hollande, lui, dirigeait avec le 49-3. Emmanuel Macron, lui, dirige avec les conseils de défense à 3 personnes, mais c'est lui qui dirige. On parlait de Georges Clémenceau tout à l'heure. Georges Clémenceau avait une phrase très drôle. Il disait, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Donc Emmanuel Macron met ça parfaitement en musique. Est-on encore en démocratie quand le Parlement ne sert plus à rien? Parce qu'aujourd'hui, avec les conseils de défense, désolé Bruno Millienne, le Parlement ne sert plus à rien. C'est vrai qu'on a l'impression que les députés, à part débattre, font un peu de la figuration, Bruno Millienne. C'est pas contre l'Assemblée nationale. Le Sénat non plus. Bruno Millienne. Non, mais effectivement, moi je trouve que les parlementaires de manière générale, je ne vais pas dire certains, mais les parlementaires de manière générale, ne s'emparent pas assez des outils qui sont mis à leur disposition. Là, il y a une commission d'enquête qui vient d'être créée sur la stratégie vaccinale à la demande du Parti socialiste avec les Républicains. Cette commission d'enquête va avoir lieu. Très bien, on en tirera donc les conclusions au moment où on aura fini son œuvre. Mais c'est vrai que les parlementaires ne le font pas assez. Quant au Conseil de défense, Philippe, David, quant au Conseil de défense, ça date pas d'hier. Enfin, c'est pas la première fois que les présidents s'entourent d'un Conseil de défense. Donc ça existe aussi. Mais effectivement, si vous parlez de la Ve République, peut-être qu'on peut discuter de la Ve République. Vous connaissez la position de notre parti politique là-dessus. Nous, on est pour la proportionnelle intégrale, parce qu'il y a une mauvaise représentation au sein de l'Assemblée nationale
de l'ensemble des citoyens. Ça, c'est un point, première chose, parce qu'il n'est pas normal, par exemple, même si Dieu sait si je partage pas ses idées, Marine Le Pen n'est pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est complètement aberrant. Et deuxième chose, ça force à quoi? Regardez ce qui se passe en Allemagne, ça force à travailler des projets de gouvernement en coalition avec toute la représentativité nationale. Il faudra bien qu'on y arrive un jour. Mais on a tout essayé pour y arriver, on n'y est pas arrivé. Il y a peut-être aussi un autre problème, c'est quand même, on a de plus en plus d'élus nationaux qui ne représentent rien au niveau territorial. Avant, moi, ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve que finalement, le député maire, il avait d'énormes avantages. C'est qu'il était concrètement un maire, sa population l'enquiquine. Quand ça va pas, elle lui tombe dessus. Un député que vous ne voyez jamais, parce que la plupart, comme ils sont très nouveaux, sont hors sol, et qui ont très très peu en fait de parcours politique, de culture politique, de prospective. C'est vrai qu'on fait plus appel au maire qu'aux députés de circonscription. Et du coup, en général. on a quand même des gens parfaitement hors sol, et c'est un vrai problème aujourd'hui. Pas tous, mais chez les nouveaux, il y en a quand même beaucoup. Vous pourrez répondre à ça. Évidemment, le reproche que reprend Céline, il a beaucoup été fait aux députés de la République En Marche. Oui, c'est un nouveau monde. Mais il me semble que depuis quelque temps, ils ont tout de même cherché à rattraper, à compenser un peu ce handicap. Et j'ai trouvé Philippe David toujours aussi pertinent, mais pour une fois excessif. On peut pas dire que l'Assemblée nationale et le Sénat ne servent à rien, franchement, et qu'on n'est plus en démocratie. Ça me paraît extravagant. Lisez le dernier livre de... D'accord, vous me l'avez dit 3 fois. Il vous le répète. Moi, Philippe, vous êtes mon exemple d'urbanité. Je prends beaucoup de Philippe. Très bien. Allez, 0826. Oui. Allez-y, Bruno Millienne. Et juste après, on vous accueille au 0826 300 300. Allez-y, monsieur le député. Juste si je peux répondre là-dessus. Effectivement, le fait qu'on n'ait plus le droit au cumul des mandats, c'est un problème. Mais il n'existe pas de problème sans solution. Et la solution, c'est que les députés qui sont élus de leur circonscription travaillent aussi dans leur circonscription. Alors certains au début sont passés à côté, je l'avoue, mais quand vous avez un petit passé d'élu local, de toute façon vous travaillez en circonscription. Je vais vous dire ce que j'ai fait moi pas plus tard que mardi matin, mercredi matin, je sais plus, enfin bref, peu importe. J'ai envoyé un mail à tous mes maires de circonscription avec le rapport du conseil scientifique sur les élections du mois de juin. Et je leur ai demandé leur avis, pour avoir l'avis du terrain, pour savoir si mes maires, qui sont des maires ruraux pour 80%, 85% d'entre eux, étaient dans la capacité, non pas seulement à cause de la question sanitaire, mais des protections sanitaires qu'ils allaient devoir prendre, est-ce qu'ils étaient en capacité ou non de faire cette élection? 90% d'entre eux, ça va pas tarder, 90% d'entre eux sont pour le report au mois d'octobre. Parce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas comment ils peuvent l'organiser, ils ne voient pas l'intérêt que ça peut avoir, marrant, puisque de toute façon, au mois de juin... Alors ça, c'est très... Écoutez, moi, je vous donne les mails. Je les ai lus, les 15 pages du rapport. C'est un truc incroyable. Les 15 pages de ce rapport, elles montrent que le Conseil scientifique est très en colère, parce qu'en fait, il commence à se positionner en disant on ne donnera pas un avis politique, on donnera un avis sanitaire, et en fait, ils ne le font pas. Les 15 pages de rapport, c'est des circonvolutions pour dire sans dire. Si un maire a compris quelque chose à ce truc-là, franchement, moi je les ai lus, il n'y a aucun avis, ça sert à brasser énormément de choses. Et moi, ce que j'entends autour de moi, c'est exactement le contraire, c'est des gens qui disent, il y en a marre, et nous on veut que ces élections aient lieu. Donc 90% c'est bizarre, et moi je suis en province. Et je connais tout mon environnement. Circonscription très rurale pour la mienne. 2, ils ont lu les consignes sanitaires qui risquaient de devoir mettre en place. Aussi. Et 3, ils m'ont tous dit, mais si tu crois que le 13 et le 20 juin, si jamais il fait beau, les gens vont se déplacer pour des régionales et des départementales, ils ne pensent qu'à une chose, qu'on sorte de la crise sanitaire et partir en vacances. Ça, c'est ça. Non, les gens, ils ont des comptes à régler, des messages à faire passer, et c'est très bizarre que vos mails ne les aient pas entendus. On va donner la parole à Melville qui attend depuis quelques minutes, qui nous appelle d'Alès, 0826 300 300. Bonsoir mon cher Melvin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Melvin. Alors, qu'avez-vous répondu, tiens, si vous avez voté sur Twitter à notre question? Le Parlement a-t-il eu son mot à dire ce matin? Puis, plus généralement, a-t-il son mot à dire? Non, mais c'est tout à fait normal, je pense. Le problème, comme l'a dit Philippe Bilger, il est institutionnel.
c'est au fondement de la Ve République. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous faites comme Mélenchon, vous appelez au retour à la 4e République. Après, même l'argument de l'Assemblée, on rappelle que Macron a la majorité. Ouais. Parce que les Français ont voté En Marche aux législatives parce que c'était Macron et pas parce qu'ils voulaient un député proche de leur territoire, etc. quoi. Ils ont voté En Marche parce que Macron venait de gagner l'élection. Et je pense comme Madame Pina que le problème c'est le quinquennat et le non-cumul des mandats. Quoi. Si vous voulez, ça accentue finalement le pouvoir présidentiel de Macron. Quoi. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Melvin. Philippe Bilger. Non, mais Melvin m'a prêté un propos, je crois que c'est Philippe qui l'avait eu, mais c'est pas grave. Je trouve que à la question, mais quelle est votre réponse directement à la question alors, Melvin? Vous trouvez que le Parlement a encore de l'importance ou pas assez? Pas du tout. Moi, en fait, j'aime notre Constitution, mais je n'aime pas Macron, quoi. D'accord. Tout simplement. Il ne faut pas se plaindre, quoi. Enfin, je trouve que la polémique est ridicule, quoi. On peut ne pas les télescoper. Et justement, Melvin, vous, puisqu'après tout, regardez, il y a monsieur le député et moi, on parle de coins qui sont plutôt des coins en province et on n'a visiblement pas le même regard ou pas les mêmes interlocuteurs. Et vous, je voulais juste vous poser la question, vous en pensez quoi de cette histoire de report d'élections? Alors, pour vous, ça vous choquerait ou le report des élections régionales, Melvin? Vous jugez ça assez indifférent? Ouais, je trouve que c'est assez indifférent. Après, c'est vrai que les régionales ont quand même l'avantage d'être assez territoriales encore, j'ai l'impression. Donc ça serait dommage de les reporter. Après, ça m'est complètement égal, quoi. Enfin, je pense comme la plupart des Français, quoi. Enfin, ça n'a jamais été des élections très importantes, quoi. Merci. Bon, alors, j'avais une autre question à vous poser, Bruno Millienne, et pour terminer, le chef de l'État hier, évidemment, il a voulu être optimiste. Il a parlé d'une réouverture à partir du 15 mai. Le 15 mai, c'est dans un mois et demi, une ouverture avec un calendrier par étapes. Il s'exprimera de nouveau à la télévision. Est-ce que c'est réaliste quand même de tout réouvrir le 15 mai quand on voit que on est en pleine 3e vague, que la vaccination n'avance pas comme l'on veut? Est-ce que ce n'est pas trop optimiste de prévoir une réouverture le 15 mai? Alors déjà, je voudrais rétablir une vérité, et c'est juste au regard de l'Europe. Hein. Évidemment, vous ne mettez pas le monde autour parce que ce n'est pas la même réalité. Mais si on regarde sur l'Europe des 27, le pourcentage de vaccinés, on n'est pas si en retard que ça, on est devant tout le monde. Parce que la stratégie qu'on a suivie, c'était de vacciner d'abord, vous le savez, ceux qui étaient le plus à risque, mais surtout de garder les deuxièmes doses pour qu'ils soient vaccinés 2 fois le plus vite possible. Et si vous tenez compte de tous ces chiffres-là, on est devant tout le monde. C'est pas beaucoup, c'est 11% ou 11,2% quand on regarde par rapport aux États-Unis ou quand on regarde par rapport à Israël, effectivement, ou même par rapport à la Grande-Bretagne. Mais prenez la Grande-Bretagne aujourd'hui. Ils ne peuvent plus faire de primo-vaccination. Ils ont vacciné à tour de bras en primo-vaccination, mais maintenant, il n'y a que les deuxièmes vaccinations qui arrivent. Donc ceux qui ont été vaccinés en premier, peut-être auront-ils dépassé le temps limite pour être vaccinés, pour avoir leur deuxième dose. Donc les stratégies, on en discutera une fois que les gens seront effectivement vaccinés. Moi, tout ce que j'espère, la sortie du tunnel, c'est quoi? C'est le vaccin. Si les prévisions de livraison des vaccins sont telles que l'a défini le président de la République, oui, on pourra très certainement réouvrir point par point, pas tout d'un coup, partiellement, avec des protocoles sanitaires bien au point, à partir de mi-mai, si on suit effectivement la courbe de livraison des vaccins et si celle-là est la bonne. Et si on n'a pas la mauvaise surprise de voir débarquer un autre variant de je ne sais où. Ça fait beaucoup de chiffres, Philippe David. Hein, oui, mais le problème, c'est qu'après, là, on va... Moi, je suis obligé d'être honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire... Je ne suis pas Madame Irma. Oui. Mais si après, on a le variant guatémaltèque, le variant californien et le variant... attention au variant breton. Hein, on a même eu le nôtre. Oui, mais au Chouchen, il est très bien. Il va falloir quand même redémarrer la vie un de ces jours, parce que le virus de la grippe, il mute tous les ans ou presque. Il va falloir quand même faire quelque chose. En fait, le problème, c'est que dans la course de vitesse, la question qu'on peut se poser, et là pour le coup, c'est qu'on a vu que l'Union européenne n'avait non seulement peut pas se retourner contre les labos, y compris en cas de retard. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les vaccins, oui, mais là on est vraiment sur les retards.
autrement dit, quand vous êtes un labo, vous avez intérêt à donner vos doses à ceux qui payent le plus, parce que Israël, de toute façon, de l'autre côté, vos risques ne sont pas très très importants. On a quelques toutes petites secondes, 10 pour secondes. un auditeur. Bruno, il y a quelques questions, une petite question. Alors, très vite. Bruno, je suis frappé de voir à quel point dans les médias, on voit 2 députés de la République en marche. Un excellent comme vous et une excellente comme Marie-Christine. Il n'est pas de la République en marche, il est du Modem, c'est pareil. Oui, mais c'est parce que je suis Modem, Philippe. Oui, mais tient la route. Ça veut dire que les autres ne veulent pas venir ou Alors, quoi? la réponse, Bruno Millienne, et après on va devoir se quitter malheureusement. Bruno Millienne. De quoi? La question de Philippe? Vous êtes plus courageux que les autres. Oui, vous venez il vous a dans les médias. dit que vous étiez excellent. Oui, il vous a fait des tas de Oui, compliments. mais d'abord, merci, ça me fait plaisir. Mais quel est l'intérêt d'aller raconter des trucs